Alors, Alexandre, cette rigueur budgétaire qui est demandée dans le monde de l'éducation continue de faire couler énormément d'encre. Il y a cette pétition parrainée par Pascal Bérubé du Parti québécois qui atteint maintenant un cap assez impressionnant. Oui, puis c'est d'ailleurs M. Bérubé lui-même qui l'a annoncé hier sur X en disant que ça avait franchi cette pétition-là, le cap des 150 000 signataires. Là. Et là, si la tendance se maintient, c'est qu'on pourrait s'approcher du record de tous les temps, du nombre le plus élevé de signatures jamais enregistrées sur le site de l'Assemblée nationale. Le record, lui, est à 247 379 signatures, pour être très précis. Puis ce que ça réclamait en 2011, c'était ni plus ni moins que la démission du premier ministre Jean Charest, qui était là à l'époque. Là. Est-ce qu'on pourrait venir vaincre Et cette ça, c'était dans la foulée pétition-là? du financement des partis politiques de mémoire. Oui, donc est-ce qu'on pourrait battre quand même cette mesure-là? Puis surtout, est-ce que ça pourrait avoir plus d'impact qu'une pétition qui demande ni plus ni moins que la démission d'un premier ministre, qui, on se comprend, un peu de chance d'avoir du succès, règle générale, à moins d'avoir une traction épouvantable. Mais là, chose certaine, les coupures en éducation, ça passe très mal chez une frange de la population. Surtout, on se comprend, là, du côté des propres électeurs de la Coalition Avenir Québec, qui a promis encore de faire de l'éducation sa priorité numéro 1 et qui maintenant demande des coupures budgétaires qui, des fois, là, dépassent les coûts juste d'exercice là, des centres de services scolaires qui sont même plus capables de trouver des endroits où couper, qui doivent sacrifier des services aux élèves, services de francisation, services d'accompagnement aux parents. Puis ça, c'est quand c'est pas les pratiques des équipes de football, les équipes d'improvisation qui mangent la claque, les sorties culturelles, les sorties sportives. Bref, il y a des coupures en éducation en ce moment. C'est certain qu'à l'automne, là, on risque de découvrir l'ampleur des dégâts dans certains coins. Et ça fait partie des sujets d'actualité qui ont fait mal pour la cote de popularité de François Legault, pour la cote de popularité de la CAQ également. Moi, c'est quand on s'attaque justement là, au service aux élèves. Tu sais que nos jeunes qui, par exemple, ont davantage de difficultés à l'école, ben ce sont eux, ultimement, qui vont en payer le prix. Et ça, moi, j'ai un problème avec ça. On a entendu plusieurs directeurs d'école, plusieurs professeurs, plusieurs parents soulever des inquiétudes sur la prochaine rentrée scolaire. Et ces inquiétudes-là sont, à mon avis, là, totalement légitimes. Parallèlement à tout ça, il y a cette partielle dans Arthabasca qui, finalement, va être déclenchée aujourd'hui. Oui, déclenché aujourd'hui, là, c'est François Legault, le premier ministre, qui risque de l'annoncer lui-même là, en cours de journée. Selon ce que nos collègues de TVA Nouvelles ont appris, ce serait le 11 août prochain là, qu'on irait aux urnes tous ensemble. Et là, il y a 4 candidats qui ont été annoncés jusqu'ici. Il y a juste le Parti libéral du Québec là, qui n'a pas fait connaître son candidat jusqu'ici. Il y a évidemment Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec, qui se présente lui-même et qui, d'ailleurs, là, risque d'être en compétition serrée, si on en croit les sondages, avec le candidat vedette du Parti québécois, Alex Boissonneau. Alex Boissonneau qui a dénoncé lui-même là, sur ses plateformes là, hier que c'est une campagne qui se lançait en catimini du côté de la Coalition Avenir Québec, que ça fait 4 mois qu'on aurait pu déclencher cette partielle-là, qu'on l'a pas fait. On a attendu à peu près une semaine après avoir dévoilé le candidat pour la Coalition Avenir Québec, Kevin Brasseur, là-dedans, mais on refusait à ce moment-là de dévoiler la date du déclenchement de l'élection la semaine dernière. C'est Pascal Fortin pour Québec solidaire qui est là. Comme je l'ai dit, le PLQ n'a toujours pas de candidat. Si j'étais stratège politique pour la CAQ, personnellement, c'est ce que je ferais. Là. Je mettrais la partielle le plus rapidement possible au cours de l'été, et c'est exactement ce qui se passe, pour retirer le diachylon. Là, parce qu'on s'entend, là, en regardant un peu les projections, les chiffres, ça risque d'être une lutte à deux entre le Parti québécois et le Parti conservateur d'Éric Duhem. Alors, probablement que la CAQ, si on se fie à la tendance actuelle, risque d'échapper une 3e élection partielle. Et là, chronologiquement, ce sera élection partielle dans Arthabasca, remaniement, et après ça, rentrée parlementaire. Où là, cette rentrée parlementaire-là va être hyper importante parce que là, ça va donner le ton à cette dernière année de mandat avant de se diriger vers l'année électorale à l'automne 2026. Et ce sera important si effectivement les chiffres ne sont pas inversés dans Arthabasca, ben de le faire pas trop tard, pas trop près de la rentrée parlementaire pour que dans l'opinion publique ou dans l'esprit collectif, on soit en mesure de laisser ça, de mettre ça derrière, de regarder en avant, de dire, OK, on fait table rase, on a un remaniement ministériel, un remaniement qui, moi, j'ai de grosses attentes par rapport au remaniement ministériel. J'espère que ce ne sera pas que cosmétique, là.
Il y a plusieurs ministres qui sont gênants pour ce gouvernement-là. Alors, j'ose espérer que François Legault, lorsqu'il va rebrasser ses cartes, il y aura vraiment table rase au niveau là, de ces ministres qui sont gênants. Question de se redonner un élan là, pour recommencer un petit peu. Souvenez-vous aussi la dernière rentrée parlementaire, il y a un an. Qu'est-ce qui se passait? Pierre Fitzgibbon qui s'en allait et qui a complètement sapé le début de session parlementaire de la CAQ. Alors, mais il est en amour. Mais il est en amour. Ça, c'est vrai. Ça, il est en amour, Alex, faut pas oublier. Quand on ça est excuse. En amour, Quelle meilleure raison que l'amour. Bon, est-ce que ce sera pour le troisième lien, on peut pas mettre ça sur le dos de l'amour parce que c'est une facture sincèrement exorbitante. Radio-Canada là, qui a mis la main sur certains documents. Un troisième lien qui pourrait coûter jusqu'à 9,3 milliards. Ouais, là, on est moins dans l'amour que dans la relation toxique avec le troisième lien. Là, on revient avec son ex, on casse avec, on revient avec, on casse avec, on revient avec encore. Ils nous promettent de changer puis d'être moins cher, mais finalement, c'est encore un coût exorbitant entre 5,3 et 9,3 milliards de dollars là, qui sont envisagés pour les scénarios à l'étude. Là. Évidemment, ce montant-là vient être mis en contraste avec les énormes coupes budgétaires qu'on veut faire dans le milieu de l'éducation. Ça risque d'être là, ce qui va accrocher là, du côté de la coalition Avenir Québec. C'est Radio-Canada qui a obtenu un document confidentiel là, qui montre ces évaluations préliminaires là, des deux scénarios qui sont retenus. Premier scénario, c'est un tunnel de 3,6 km de long qui s'en va rejoindre l'autoroute Robert-Bourassa. Ça, on est entre 7,1 et 9,3 milliards de dollars. L'autre scénario, c'est un plus petit tunnel, lui, traverse un quartier résidentiel, rejoint le boulevard Pierre-Bertrand, 5,3 et 8,2 milliards de dollars la fourchette pour cette partie-là du projet. Et là, c'est pas des données qui ont été rendues publiques. La dernière fois qu'il y a eu une conférence de presse, le mois dernier, Geneviève Guilbeault s'était présentée. Elle affirmait qu'il n'y avait pas de budget cible, qu'il était trop tôt pour se prononcer là-dessus. Mais les documents prouvent qu'il y avait des figures, il y a des chiffres qui étaient déjà sur la table et qu'elle a choisi de ne pas dire. Elle n'avait pas ce cartable-là, parce que Mme Guilbeault, les gros cartables, en conférence de presse, elle en a des accessoires. Des gros cartables dans une grosse sacoche, tout à fait, que porte Mme Guilbeault. On se souviendra de sa grosse sacoche à l'Assemblée nationale qui avait beaucoup fait rire et beaucoup fait jaser. Bref, là, le problème aussi, c'est que dans ces montants-là, on ne compte pas les coûts de conception, les études environnementales, les coûts d'acquisition de terrain, les coûts d'expropriation, les coûts internes du ministère, tout ça, c'est pas comptabilisé. Donc, le 9,3 milliards de dollars, attendez-vous à ce que ce soit pas mal plus, dans le fond. Et tout ça, c'est si, bien évidemment, il n'y a pas encore de l'inflation dans les matériaux de construction. C'est très rare que ça arrive, ça. Des dépassements de coûts, des dépassements de délais. J'ai jamais entendu parler. Jamais des choses qui arrivent dans nos projets au Québec. Bref, tout ça doit être évidemment entériné par le Conseil des ministres si on décide d'aller de l'avant. Mais là, il y a aussi un budget de 275 millions de dollars qui doit être déployé pour juste avoir les autorisations de poursuivre la planification du projet. Bref, ça risque de coûter une beurrée. Puis à un moment où le gouvernement du Québec se retrouve dans un déficit historique, est-ce que c'est un prix qu'on peut se permettre? La question se pose. Est-ce que c'est en train de devenir une espèce de projet pharaonique? Puis jusqu'à quel point il va avoir une acceptabilité sociale de payer presque 10 milliards de dollars pour un tunnel de 1 qui, si on se fie à certaines études au niveau de l'achalandage, est-ce que c'est réellement nécessaire? On nous sert beaucoup l'argument de la sécurité économique, là. Mais moi, j'attends d'avoir quand même des preuves tangibles de ça. Est-ce qu'on doit améliorer la circulation dans la région de la capitale nationale? Ben oui, absolument. Moi, j'y suis à toutes les fins de semaine, là. Il faut améliorer ça c'est clair. Mais est-ce que ça passe réellement par ce projet-là, par ce corridor-là aussi? Parce que parmi les différents corridors qu'on a étudiés, là, semble-t-il que c'était pratiquement le pire, là. Celui qu'on a choisi, c'était pas le corridor qui était optimal. Hey, des cadres à Santé Québec, il en manque pas. Hein? Non, il en manque pas. Il y a 106 nouvelles personnes, d'ailleurs, qui viennent d'obtenir une promotion juste dans la dernière année et qui sont désormais des cadres au niveau de la nouvelle société d'État. C'est un salaire pour eux qui est soit équivalent, soit supérieur, là, dans bien des cas, à ceux qu'ils avaient au ministère de la Santé, parce qu'il y a déjà des milliers de cadres qui œuvrent dans le réseau. Je rappelle, là, notre bureau d'enquête de Québécois avait révélé l'an passé que le nombre de cadres en santé avait augmenté. Là. En 2019, on était à 9 555 et en 2023-2024, 13 050 maintenant. 13 050 pour l'année financière des cadres. Je rappelle,
juste au niveau de la santé, pas dans les autres ministères, là, toutes catégories confondues. Là, le syndicat des professionnels du gouvernement du Québec disent que c'est une manière de conserver l'équivalent de leur prime de complexité en allant là, mais qu'on renonce à être syndiqué, qu'on renonce aux heures supplémentaires. Bon, est-ce que c'est véritablement équivalent? Ça reste à voir, mais c'est sûr que ça a fait les manchettes à un moment où, en mars dernier, la PDG de Santé Québec, Geneviève Biron, avait annoncé qu'on coupait de 20 % les postes de cadre. Elle avait coupé son bras droit, Frédéric Aberguel, qui avait été nommé là, quelques instants auparavant. Mais là, on en ajoute 106 dans la dernière année. Est-ce qu'on coupe? Est-ce qu'on en ajoute? Je me pose la question. Voulez-vous arrêter de rajouter des cadres? Voulez-vous arrêter de rajouter, s'il vous plaît? Vous allez me rendre fou du monde d'un bureau. Non, mais dans le monde de la santé... Ta voix comme cassée, ça m'a tellement fait... Non, mais c'est pas dans les bureaux qu'on a besoin de monde, c'est sur le plancher. C'est davantage d'infirmières, de préposés aux bénéficiaires, davantage de médecins, davantage de services de première ligne, davantage de travailleurs sociaux. Vous comprenez? C'est pas des gens d'un bureau. Mais comment on va justifier les fauteuils à plusieurs dizaines de millions de dollars si on n'a pas de cadre comme ça, Alex? Mettez-les dans la salle d'attente, on va être confortable quand on va patienter 15 heures 15 avant heures? de voir un médecin à l'urgence. Non, mais moi, là, sincèrement, arrêtez avec vos organigrammes de fous, des cadres par-dessus cadres, sortez de vos bureaux, allez sur le terrain, c'est là que les besoins sont. Moi, ça, c'est en train de me rendre fou. Sincèrement, cette patente-là, Santé Québec, là, moi, j'attends toujours à être ébloui. J'attends d'être ébloui par ça. J'attends de voir de réels changements. Mais là, avec 106 employés premier cadre, là, c'est quand même assez incroyable. Parlant de gestion des finances publiques au fédéral, ben là, on a hâte de voir l'ampleur du déficit, mais là, Mark Carney impose quand même une cure minceur au ministère. Ouais, je me rends compte que mes nouvelles, c'est des dépenses faramineuses, des coupes, des dépenses faramineuses, des coupes. Hein, on s'alterne Tout pour me faire aujourd'hui. faire de la haute pression. Exactement, on fait des montagnes russes en termes de dépenses. Là, Mark Carney veut essayer de te faire plaisir. Peut-être qu'il t'a entendu, Alex. Je suis fier de mon PDG, premier ministre. Voilà, il demande des cures minceurs un peu partout dans les dépenses du gouvernement fédéral. Là. Un plan budgétaire là, qui s'échelonne sur 3 ans, dit-on. Puis tout ça, on veut commencer immédiatement cet été avant le dépôt du premier budget, là, qui, je rappelle, a été reporté jusqu'à cet automne. Là. Dès cet été, on dit qu'il faudrait réduire les charges d'exploitation d'un ministère de 7,5 % là, d'ici l'été prochain. L'an prochain, c'est 10 % qu'on veut réduire. En 2028, on veut réduire de 15 % maintenant tous ces coûts-là au sein des ministères eux-mêmes. Là. Il y a des lettres qui ont été envoyées à de la part de François-Philippe Champagne, qui est notre ministre des Finances. Le nouveau président du Conseil du Trésor aussi, Michael Sabia, qui lui également aurait participé à ce processus-là. Et là, il faudrait que les ministres renvoient au cabinet central des manières là, dont on veut réallouer les ressources, dans les manières dont on peut couper un peu partout. Donc, envoyer ce plan-là. Tout ça dans le but, bien évidemment, d'investir dans des grands projets économiques là, que Mark Carney aimerait vouloir réaliser. Mais depuis le début, M. Carney refuse de dire s'il va y avoir des coupes massives là, dans la fonction publique fédérale. Notamment, Alex, dans les cadres. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui est arrivé avec les cadres? Ils ont grossi de 42 % dans les 9 années de Justin Trudeau. Ça, c'est à peu près 111 000 personnes. Non, ça n'a aucun sens. 111 000. Est-ce que du gras à couper? La réponse est oui. C'est 3 fois plus vite que l'augmentation de la population générale sur une même période. Et avez-vous plus de services? La réponse est non. Exact. Non. Toujours moins de services. Bon, ça reste à voir. C'est un projet, disons, qui est ambitieux. Est-ce que ces coupes-là peuvent réellement suivre? Ça serait, somme toute, une bonne nouvelle pour l'économie canadienne. Mais ça reste à faire. Là. C'est de la belle volonté, mais ça reste à faire. Non, mais il faut avoir une saine gestion des finances publiques. On a eu pendant des années un premier ministre qui souffrait de dyscalculie, qui ne savait pas compter 2. Non, mais 2 plus 2, dans sa tête, ça faisait pas 4. Là. Planter 2 milliards oui, on a vu ce que ça donnait. Il les a jamais plantés. Alors, tu sais, est-ce que... milliards d'arbres. Ça, c'est vrai, M. Bellé. Bon, le temps des planter là, en 2 visites chez Canadian Tire, là, M. Trudeau, en 2 selfies. Mais dans le cas de la gestion des finances publiques, ben oui, absolument, il y a du gras à couper et il faut le faire. Pas besoin de sortir une tronçonneuse là, de manière grossière comme a fait M. Musk, là, puis la caricature entourant ça. On vous demande pas ça. On vous demande juste d'être responsable avec l'argent qu'on vous envoie chaque année avec nos impôts à Ottawa. Il me semble que c'est pas compliqué. C'est la moindre des choses. Bon, pendant ce temps-là, il y a beaucoup d'actions impliquant le Donald.
D'une part, il affirme vouloir envoyer plus d'armes défensives en Ukraine et il a reçu la visite également de Benjamin Netanyahou hier à la Maison-Blanche. Ouais, grosse journée. Là. Puis commençons par cette annonce là, qu'il a fait en soirée hier après, je le rappelle, là, avoir dit que les États-Unis cesseraient des envois là, de munitions à l'Ukraine, entre autres les munitions cruciales des défenses antiaériennes patriotes, des obus également, là, en disant que les stocks des États-Unis commençaient à baisser de manière inacceptable pour eux. Là, on dit qu'on va envoyer des armes supplémentaires, mais défensives à l'Ukraine. C'est ce que sont en passant les munitions patriotes, mais bon, dit vouloir en envoyer plus, tout ça parce qu'il est mécontent du président russe Vladimir Poutine. On se comprend, depuis janvier, M. Trump s'est rapproché de beaucoup de M. Poutine, là, déclenché des réactions, des critiques à l'international. Il se parle souvent. Oui, il se parle souvent, puis il y a beaucoup de copinage. Évidemment, essayer de renverser le script en disant que c'était l'Ukraine qui avait déclenché une guerre, ce qui est absolument faux. Ils se sont fait envahir par les forces russes. Mais bon, et là, on dit que l'appel qu'il y a eu entre M. Trump et Vladimir Poutine hier, c'est mal passé. Là. Donald Trump semble impatient, dit que Vladimir Poutine ne veut pas bouger d'aucune de ses positions. Là. Je rappelle, les Russes, eux, gardent leur demande maximale. Disent tout le territoire qu'on a annexé jusqu'ici, on le garde, puis l'Ukraine ne pourra jamais rejoindre l'OTAN. Ce sont leurs deux grandes demandes. Évidemment, l'Ukraine demande à la Russie de quitter son territoire au complet. On est donc très, très loin d'un côté comme de l'autre dans les négociations là, qui piétinent complètement. Il n'y a rien qui avance. Et là, Donald Trump se rend compte que les statistiques parlent d'elles-mêmes. Là. Depuis qu'il a annoncé qu'il cesserait de livrer des munitions à l'Ukraine, les attaques russes ont presque doublé là, dans certaines régions. Là. On décide de frapper de plus en plus fort. Il y a des attaques de drones d'une ampleur sans précédent qui pilonnent des villes ukrainiennes. Et là, un volte-face de Donald Trump, est-ce que ça va durer? Ça reste à voir. Bon, et pour l'autre conflit entre Israël et le Hamas, on en est où? On en est au point de aucune percée. C'est ce qu'on a dit du côté des négociations, malgré le fait qu'hier à Washington, avec la visite du premier ministre Netanyahou, Donald Trump lui se disait convaincu que le Hamas voulait un cessez-le-feu, qu'on approchait là, en ce moment d'un accord complet. Mais pour l'instant, on dit là, qu'il y a des clauses. Là. C'est le retrait de l'armée israélienne puis la livraison de l'aide humanitaire sur laquelle on achoppe en ce moment. Là, parce que de l'aide humanitaire, il y en a qui rentrent, mais l'armée israélienne pilonne près des positions où on livre de l'aide humanitaire, ce qui fait en sorte qu'elle n'est pas véritablement accessible de manière sécuritaire. Et là, il y a aussi la libération des otages. Hein. Ça fait longtemps, mais on continue de négocier sur ce point-là. Là, l'accord, ce serait une trêve de 60 jours qui est sur la table, dans laquelle la Hamas relâcherait 10 otages, redonnerait les corps des captifs qui sont décédés également. Il y aurait un échange de prisonniers palestiniens d'un autre côté là, qui serait livré. C'est ça l'accord pour l'instant. À voir si ça va être accepté. Les négociations se poursuivent aujourd'hui. Et vous avez entendu le souhait de Benjamin Netanyahou là, que M. Trump soit considéré pour le Nobel de la paix? Oui. Pourquoi pas? Oui. Quoi de mieux que de dire ça à la Maison-Blanche? Hein? Le Donald serait fier. Quoi de mieux pour être bien reçu que de dire... Il devrait être nommé, là, le gars qui me reçoit là, pour le prix Nobel. Flatter l'ego du Donald. Bon, Marianne, revenons sur cet hommage national à Serge Fiori. On le sait, ça aura lieu la semaine prochaine, le 15 juillet. Les billets se sont envolés en l'espace d'une trentaine de minutes. Une trentaine de minutes, c'était hier au coup de 15 heures, le début de la mise en vente des billets pour assister à l'hommage national de Serge Fiori. Ça s'est envolé extrêmement rapidement, environ une trentaine de minutes, là, comme tu disais, Alexandre. Ça faisait déjà quelques minutes là, que la distribution était lancée. On a noté des problèmes techniques même sur le site web de la Place des Arts qui répondait plus. On affichait un message d'erreur. Ouais. Souvent, quand ces erreurs-là apparaissent, c'est parce qu'il y a un trop grand nombre d'utilisateurs qui se trouvent, ou du moins qui tentent d'accéder à un site simultanément. Et vers 15h25, c'était possible à nouveau d'entamer le processus pour réserver des billets qui sont gratuits, il faut le dire. Il y avait une file d'attente virtuelle qui attendait les utilisateurs. Et en temps normal, la salle peut accueillir 2996 personnes. C'est pas tout à fait ce nombre-là qui représente le nombre de sièges qui est rendu disponible au public, mais on peut s'imaginer que c'est environ peut-être autour de 2500-3000 personnes qui seront présentes pour l'hommage. Ça fait beaucoup écho à la situation qu'on a connue en 2023 pour l'hommage de Karl Tremblay, parce que les billets pour l'événement ils étaient plus disponibles après une vingtaine de minutes. Et il y a plusieurs d'entre eux qui se sont retrouvés sur des sites de revente pour des centaines de dollars. Et là, il faut faire attention parce que le gouvernement a visiblement appris de cette situation-là et a affirmé que
sans révéler comment, là, que les organisateurs se sont assurés que tous les moyens technologiques ont été déployés pour empêcher que les billets obtenus hier soient vendus et deviennent une source de profit. Et contrairement à d'autres événements, la fonction transférer qui nous permet de transférer des billets à une autre personne va être désactivée. C'est ce que a mis en place la Place des Arts. Il y a une limite de 2 billets par client aussi qui était en place. Donc, soyez à l'affût. Si jamais vous voyez des billets qui sont en vente et qui ne sont pas gratuits, vous ne pouvez pas les acheter. C'est des fraudes. Donc, soyez très attentifs à ça. On ne va jamais assez le répéter. Oui, Alex? Ouais, juste d'un point de vue de moralité, là, moi, je n'ai pas réussi à en avoir des billets, mais jamais j'achèterais des billets en revente, dans le sens où il y a des gens là, qui décident de se faire de l'argent sur le dos du décès d'une icône québécoise. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse puis c'est inacceptable. Mais est-ce que ça vous surprend réellement? Ben non. Honnêtement, malheureusement, ça ne nous surprend plus. Malheureusement, avec le temps, on apprend qu'il y a des gens qui profitent de ces situations malheureuses pour eux en faire profit. Donc, ça va être la semaine prochaine, le 15 juillet à 15h, cette cérémonie d'hommage. Et pour ceux et celles qui souhaitent transmettre un message à la famille de Serge Fiori, Québec a ouvert un registre de condoléances en ligne. C'est sur la page web du premier ministre. En fait, sur la page web, le premier ministre François Legault invite les Québécois et les Québécoises à se joindre à lui pour rendre hommage à Serge Fiori. Vous avez jusqu'au 17 juillet à 16h pour y laisser un message. Alexandre, au sport, c'est une 9e victoire de suite pour les Blue Jays qui égale aussi un record de victoire. Oui, un record de victoire avant la pause du match des étoiles. Là, parce que leur fiche est maintenant à 53 victoires contre 38 défaites. 9 victoires de suite, c'est leur plus longue série depuis celle de 11 victoires qui est arrivée en août 2015. Hey, c'est quand même là, assez impressionnant. 27 de leurs 37 dernières parties, ils ont remporté. Donc, on est vraiment là, sur une belle lancée. Hier, c'est une victoire de 8-4 contre les White Sox de Chicago. Ça redonne le goût du baseball, je t'avoue. Là, moi, voir une équipe en bleu comme ça, là, frapper des coups de circuit, ça me rappelle les expos puis je m'ennuie. Juste pas dans la bonne ville.